Bonjour et bienvenue à nouveau sur The Crime Reel. L'histoire d'aujourd'hui porte sur la vie et la mort horrible de Mary Gregory, une grand-mère de 94 ans originaire de Heysham dans le Lancashire, et sur la façon dont son meurtrier a échappé à la justice jusqu'à ce qu'il parvienne à s'impliquer lui-même, non pas une seule fois, mais à 2 reprises distinctes. Mary était une enseignante à la retraite qui, à 94 ans, restait assez indépendante et vivait seule. Elle était soutenue par des aides-soignants qui lui rendaient un petit visite plusieurs fois par jour et, malgré un diagnostic de démence, elle parvenait à conserver son indépendance grâce à ce soutien supplémentaire. Elle vivait dans un pavillon sur Levins Drive, une impasse tranquille à Heysham où les voisins se connaissaient et veillaient les uns sur les autres. Marie avait 2 fils, Pierre qui vivait à plus de 400 km à Londres et Christophe qui habitait à proximité. Marie était fière de sa maison où elle avait vécu pendant de nombreuses années, ainsi que de son magnifique jardin où elle passait beaucoup de temps. Tant la coiffeuse de Marie, Claire, qu'une de ses aides-soignantes, Carolina, décrivait de Marie comme une femme adorable qui aimait discuter avec elle à chacune de leurs visites. Elle parlait longuement de son mari, qui était malheureusement décédé, de ses enfants et de ses petits-enfants. Aux premières heures du 28 mai 2018, la voisine de Marie a entendu Marie appeler à l'aide. Lorsque la voisine est sortie pour voir ce qui se passait, elle a vu des nuages de fumée s'échapper de la maison de Marie. Ils sont vite rentrés chez eux pour appeler les secours, puis ont vu des flammes sortir de la fenêtre de la chambre à l'avant de la maison de Marie. Les secours sont arrivés en moins de 10 minutes et ont pu entrer chez Marie. Ils ont trouvé Marie effondrée sous une table dans sa véranda, vivante mais en difficulté à cause des effets d'une grave inhalation de fumée. Elle a été évacuée sur une civière et conduite d'urgence à l'infirmerie royale du Lancashire, où elle a été placée sous respirateur. Sa famille a accouru à son chevet. Cependant, malheureusement, après plusieurs jours d'agonie, Marie est décédée. Une enquête a été ouverte pour déterminer la cause de l'incendie et s'il y avait des circonstances suspectes entourant l'événement. Marie était une grande fumeuse et les enquêteurs sur l'incendie ont conclu qu'il était tout à fait possible que l'incendie ait été déclenché par une cigarette jetée dans la chambre de Marie. Ces informations ont été transmises au coroner et l'enquête a conclu que la mort de Marie était accidentelle. L'affaire a été classée. Cependant, 1 an plus tard, la police a reçu un rapport d'un conseiller qui travaillait avec un jeune homme de 18 ans dans la région. Cet homme, Tiernan Darnton, avait révélé des informations préoccupantes lors de 2 récentes séances de conseil. Lors de la première séance, Tiernan avait déclaré qu'il avait un ami qui pouvait l'envoyer en prison à cause de ce que cet ami savait. Le conseiller a approfondi la question et, quand il a demandé à Tiernan s'il voulait dire qu'il avait tué quelqu'un, Tiernan a acquiescé. À la séance suivante, le conseiller a demandé au beau-père de Tiernan d'y participer. Le beau-père de Tiernan, Chris Gregory, qui était l'un des fils de Marie, et Tiernan était le petit-fils par alliance de Marie. Bien que Chris ne soit plus en couple avec la mère de Tiernan, il est resté très proche du jeune homme et le traitait comme son propre fils. Lorsque le conseiller a évoqué la confession précédente de Tiernan, Chris a aussitôt demandé si cela concernait sa mère. Tiernan a confirmé cela et a déclaré qu'il avait mis le feu au rideau de la chambre de Marie avec un briquet. Le conseiller a informé les deux qu'ils devraient signaler cette information à la police. Cependant, Chris était complètement contre cela. Il a informé le conseiller que la mort de sa mère, déjà signalée au coroner, avait été jugée accidentelle. Une fois la police informée, Tiernan a été arrêté et placé en garde à vue pour être interrogé. Son avocat a fourni une déclaration préalablement préparée dans laquelle Tiernan a admis ce qu'il avait dit à son conseiller, mais a maintenant affirmé que ces informations étaient fausses. Il a affirmé avoir eu une bonne relation avec Marie et n'avoir dit ces choses au conseiller qu'en raison d'une culpabilité mal placée, de problèmes de santé mentale persistants et aussi d'un comportement de recherche d'attention.
Lorsque la police a posé d'autres questions, Tiernan a simplement répondu « Pas de commentaire ». Christophe a soutenu Tiernan pendant l'entretien, prenant complètement son parti et refusant de croire que Tiernan avait fait du mal à sa mère de quelque manière que ce soit. Avec seulement un aveu désormais rétracté, la police n'avait aucune preuve pour confirmer l'innocence ou la culpabilité, ni d'indication pour poursuivre une condamnation. Tiernan vivait avec Christophe à l'époque et une perquisition a été effectuée à leur domicile. L'incendie ayant eu lieu plus d'1 an auparavant, cette perquisition ne visait pas à trouver des preuves médico-légales, mais plutôt tout objet numérique ou document pouvant relier Tiernan à la mort de Marie. La police a trouvé plusieurs objets sinistres dans la maison. Un carnet a été découvert contenant un plan détaillé du bungalow de Marie. Sur ce plan, toutes les entrées et sorties étaient indiquées. Des notes avaient été ajoutées concernant l'endroit où les bijoux et l'argent étaient déconservés, ainsi que des détails sur les bonnes cachettes et la nécessité d'un alibi. La police a également trouvé un document intitulé « Liste de personnes à tuer » qui contenait plusieurs noms issus du cercle social de Tiernan et liés aussi à son éducation. Cependant, le nom de Marie n'apparaissait pas sur la liste. Y avait-il déjà eu d'autres victimes ? Tiernan prévoyait-il de tuer d'autres personnes ou s'agissait-il simplement d'une liste exagérément dramatique de personnes qu'un adolescent n'aimait pas ? La police a retrouvé chaque personne figurant sur la liste et, heureusement, elles étaient toutes saines et sauves. Cependant, 2 des amis de Tiernan qui figuraient sur cette liste de victimes ont fourni à la police des informations supplémentaires compromettantes. Ils ont déclaré que Tiernan leur avait également fait des aveux. Quelques semaines après les funérailles de Mary, il jouait à Action ou Vérité quand Tiernan dut révéler son secret le plus sombre. Il a répondu « J'ai un secret que je n'ai dit à personne. J'ai peut-être tué quelqu'un », ajoutant qu'il ne voulait pas que la personne qu'il avait tuée souffre davantage. Dans le contexte du jeu, les amis ne l'ont pas cru et ont pris cette confession à la légère. Ainsi, ils n'ont rien signalé à la police. Au fur et à mesure que la police poursuivait son enquête sur Tiernan, des informations supplémentaires sur sa personnalité ont été révélées. Il avait du mal à se faire des amis et se sentait souvent seul. Il a été retiré du système scolaire vers l'âge de 12 ans et a été instruit à la maison, ce qui a entraîné une plus grande isolation de son groupe de pairs. Il n'a jamais su qui était son père biologique et sa mère était particulièrement surprotectrice. Un ami se souvient de l'avoir vu traverser le centre-ville vers l'âge de 13 ans, obligé de tenir la main de sa mère. Ce même ami se souvenait aussi d'une fois où il avait rendu visite à Tiernan chez lui, et Tiernan lui avait montré un uniforme SS gris, complet avec un brassard et une dague ornée qu'il possédait. L'ami était très mal à l'aise et, lorsqu'il en a parlé à sa propre mère, elle lui a interdit de fréquenter Tiernan à nouveau. Cependant, avec seulement des preuves circonstancielles et le retrait de sa confession, il n'y avait tout simplement pas assez d'informations pour poursuivre Tiernan, donc il a été libéré sous caution policière. Il devait résider à une adresse précise et n'était pas autorisé à contacter aucun des témoins. La police savait qu'elle relâchait potentiellement un homme qui représentait un danger pour le public, mais elle avait les mains liées. L'opération Ellsworth a été lancée avec 30 agents spécialisés venus d'autres régions du comté. Ils ont été mobilisés pour aider à soutenir l'enquête. Les enquêteurs spécialisés dans les médias numériques ont pu obtenir l'historique des recherches Google de l'ordinateur portable de Tiernan, à la fois avant l'incendie et jusqu'à la date de son arrestation. Les résultats étaient accablants. Avant le meurtre, les recherches comprenaient meurtre de moins de 18 ans, combien de temps les meurtriers purgent-ils en prison et je veux faire le mal, qui ont ensuite évolué vers des recherches telles que je suis un meurtrier, meurtrier rempli de désespoir, je suis un monstre et je vais en enfer, envie de tuer à nouveau et je pense que je deviens un tueur en série. S'il vous plaît, aidez-moi. Bien que ces recherches puissent presque être considérées comme un aveu, il ne s'agissait encore une fois que de preuves circonstancielles. Mais la quantité de preuves circonstancielles commençait à s'accumuler. Au moment où l'enquête pour meurtre était en cours, le bungalow de Marie avait déjà été vendu et rénové. La seule façon de revisiter la scène du crime était à travers les photographies prises par les enquêteurs de la scène de crime à l'époque.
Lorsque ces photographies ont été examinées avec un regard cherchant un possible crime et non un accident, elles ont elles aussi commencé à pointer dans une direction sinistre. Le coffre à clé de Marie, qui contenait toujours une clé pour que sa famille et ses soignants puissent accéder à sa propriété, était ouvert et vide. Seules quelques personnes connaissaient le code et la clé restait introuvable. La maison de Marie était toujours très propre et bien rangée, mais on pouvait voir sur les photos que le téléphone fixe avait été débranché du mur et que les fils, habituellement bien rangés et dissimulés, étaient en désordre à côté du meuble. Les détecteurs de fumée avaient été désactivés et retirés du plafond. L'un était au-dessus du placard, l'autre à l'intérieur. Carolina, l'aide-soignante de Marie, a confirmé que durant tout son travail chez Marie, les détecteurs d'incendie étaient au plafond et fonctionnaient promptement. La police n'avait aucune raison de croire que Marie, âgée de 94 ans, avait soudainement décidé de monter sur une chaise et de les désactiver. Une clé qui était toujours laissée dans la porte de la véranda pour permettre l'accès au jardin avait disparu et, peut-être plus inquiétant encore, une table basse qui se trouvait habituellement dans une autre pièce de la maison avait été déplacée pour bloquer les portes de la véranda. Heureusement, les enquêteurs de l'époque avaient également pris des photographies détaillées du registre de soins. Il s'agissait d'un classeur qui était conservé dans la maison, dans lequel les aides-soignants notaient les détails des soins prodigués à Marie lors de chaque visite. Cela permettait d'assurer la continuité entre les différents aides-soignants et les membres de la famille. Ce registre a permis à la police de reconstituer en détail la journée précédant la mort de Marie. L'aide-soignante de Marie, Carolina, était venue à 3 reprises ce jour-là, pour le petit déjeuner, le déjeuner et une visite en soirée. Lors de sa visite du soir, entre 18h30 et 19h, elle a trouvé la porte d'entrée ouverte avec la clé dans la serrure. Marie était assise dans la véranda et était très en colère. Tiernan était aussi à la maison et, comme souvent, mangeait la nourriture de Marie et mettait le désordre. Tiernan et Marie s'étaient disputés devant Carolina. Après le départ de Tiernan, Carolina a calmé Marie et lui a préparé une tasse de thé avant de partir. C'était la dernière fois qu'elle voyait Marie. De nombreuses preuves montraient la culpabilité de Tiernan pour ses aveux initiaux, mais elles étaient insuffisantes pour une poursuite judiciaire réussie. L'enquête a continué. Lors d'un entretien avec l'une des voisines de Marie, elle s'est souvenue que le soir de l'incendie, elle avait vu les lumières de Marie allumées et la porte de son garage ouverte vers 1h du matin. La voisine a été préoccupée par cela, alors elle a appelé le fils de Marie, Christophe, pour l'en informer. Elle pensait parler à Christophe, mais elle a finalement parlé à Tiernan qui l'a informé que Christophe l'était absent et que c'était lui qui s'occupait de Marie et de sa maison. Tiernan a informé la voisine qu'il réglerait cela le matin. Quelques heures plus tard, un laitier se souvint avoir vu la porte du garage ouverte à la propriété, mais cette fois, les lumières étaient éteintes. Lorsque les pompiers sont arrivés, la porte du garage avait été fermée. Quelqu'un avait certainement été dans la maison, mais la police devait prouver que cette personne était Tiernan. En avril 2020, 23 mois après l'incendie, la police a enfin obtenu l'avancée dont elle avait désespérément besoin. Parmi les photographies prises après l'incendie, il y avait une photo de la poubelle de la cuisine. La police savait ce qui devait s'y trouver grâce aux informations fournies dans le registre des soignants concernant la nourriture et les boissons données dans la Marie. Cependant, ils ne pouvaient expliquer la présence d'un sac plastique tout en haut de la poubelle. Ce sac venait d'un garage local et contenait des tunnels, des emballages de tea cakes et une canette de coca vide. Des choses que Marie n'a jamais mangées ni bues. Cela se trouvait au-dessus des déchets jetés à la poubelle par les aides-soignants et avait évidemment été placé là après leur départ pour la journée. La police s'est rendue au garage local, mais avec peu d'espoir qu'une transaction vieille de près de 2 ans mène à quelque chose. Comme prévu, les images de vidéosurveillance avaient disparu depuis longtemps, mais leur système de caisse informatisé permettait d'inclure les paramètres de date et de produit, ce qui a ensuite montré que c'était Tiernan qui avait acheté les petits pampins sucrés et la canette de boisson en se rendant chez Mary ce soir-là. La police avait enfin la preuve dont elle avait besoin pour placer Tiernan sur les lieux de l'incendie. Il a été arrêté et inculpé du meurtre de Mary.
En novembre 2021, il a plaidé non coupable de l'accusation. Son équipe de défense a déclaré qu'il n'était pas allé chez Mary cette nuit-là et qu'il n'était pas responsable. Chris était extrêmement loyal envers Tiernan et a également été appelé comme témoin de la défense. Lorsque Tiernan a pris la parole à la barre, il était très confiant dans les preuves qu'il a fournies. Il voulait se présenter comme un petit-fils attentionné qui n'avait rien fait de mal, mais il a soudainement changé sa version des faits. Il a admis qu'il était responsable de la mort de Mary, mais il a affirmé qu'il s'agissait d'un acte de miséricorde, car il ne voulait plus qu'elle souffre. Le 11 novembre 2021, le jury a rendu un verdict de culpabilité. Lors de l'audience de condamnation, le juge a déclaré qu'il rejetait l'idée qu'il s'agissait d'un acte de miséricorde de la part du jeune homme de 17 ans à l'époque, affirmant que personne ne pouvait sérieusement penser que piéger une femme âgée dans un bâtiment en feu était un acte de miséricorde. Le meurtre occupait votre esprit depuis un certain temps. Vous étiez fasciné par les tueurs en série et leurs crimes. Vous aviez des pensées sombres. Avant le prononcé de la sentence, l'absence de remords de Tiernan et la fausseté de ses déclarations ont été relevées, ainsi que le fait qu'il était mineur au moment où l'infraction a été commise. Tiernan a été condamné à perpétuité avec un minimum de 15 ans avant une éventuelle libération conditionnelle. Le fils de Mary, Pierre, a déclaré au tribunal que les actes de Tiernan, qui n'avaient aucun lien biologique ou légal avec notre famille, continuaient d'avoir des répercussions sur toute sa famille. Apprendre que la mort de ma mère était due à Tiernan Danton, que nous avions accueilli volontairement dans notre foyer, est écœurant et dévastateur. Il était fréquemment dans la maison de maman durant les derniers mois précédant sa mort. Elle le méprisait et ne lui faisait pas confiance. Elle ne voulait pas qu'il s'approche d'elle. Il a poursuivi en disant qu'il doit maintenant vivre avec le fardeau que son frère n'a pas écouté les avertissements de leur mère, et a même donné à Tiernan l'accès aux clés de sa maison. Peter a également ajouté qu'il n'avait jamais accepté que Mary soit morte dans un accident. Merci d'avoir écouté l'affaire d'aujourd'hui. Veuillez cliquer sur j'aime, laisser un commentaire ci-dessous et vous abonner à la chaîne. Un délit mineur a eu lieu aujourd'hui à Providence, Rhode Island. Misan a envoyé son chaton très aimé, Moon. Ces crimes incluent le fait de hurler à plein poumon lorsqu'il entend Misan marcher dans la maison. Moon est un grimpeur prolifique et adore escalader les murs en briques de sa maison. Sa race est Maine Coon, mais comme il s'appelle Moon, Misan dit que c'est une race Moon Coon. Oui, merci beaucoup d'avoir envoyé de nouveaux potentiels petits criminels. Ils seront présentés dans les semaines et les mois à venir. Merci beaucoup d'avoir écouté The Crime Reel. Restez prudents, au revoir. De plus, l'église Saint-Pierre est l'un des plus anciens lieux de culte chrétien en Europe de l'Ouest. Elle possède également 8 tombes creusées dans la roche datant du Xe siècle. Au revoir.